Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour le 3e épisode de notre podcast GSE Défriche, un podcast qui a pour vocation d'explorer les innovations et les tendances du monde de l'architecture et de la construction dans lequel nous évoluons. Cet épisode, en 3 parties intitulées Rénovation, les clés d'une construction réussie, sera dédié à la rénovation d'immeubles d'entreprise, en particulier dans le secteur de l'industrie et de la logistique. Ce sujet vous intéresse ? Alors restez à l'écoute. Et nous commençons cet épisode par une première partie dans laquelle nous allons tenter de répondre à la question de la dépollution d'un site. Que vous gériez un entrepôt logistique, un site de production ou un centre de distribution, cet épisode est fait pour vous. Nous allons tenter dans ce podcast de répondre à ces questions à travers la vision des entreprises de la construction. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Artaud, directeur activité rénovation industrie tertiaire chez GSE. Bonjour Robert. Clément Tellier, directeur rénovation logistique chez GSE. Bonjour Robert. Sylvain Petit, directeur du métier site et sol pollué chez Ginger Burgiap. Bonjour Robert. Édouard Delanoë, ingénieur bâtiment durable chez GSE. Bonjour à tous. Et enfin Thomas Glaise, responsable site et sol pollué chez GSE. Bonjour. Pour commencer Thomas, pouvez-vous nous éclairer sur l'un des aspects cruciaux de la rénovation, la gestion des sites et sols pollués ? Merci pour cette question. En effet, la construction sur site à rénover implique la notion de gestion du passif sur ces sites. Et ce passif peut impliquer la présence de pollution ou d'amiante ou tout un tas de process qui impliquent une gestion en amont. Pour une meilleure gestion de ces impacts, et on synthétise l'ensemble des données de diagnostic et de pollution, les niveaux de nappe par exemple, qui nous permettent d'environner ce risque. Cette étape, elle est cruciale pour GSE, à la fois pour nos équipes commerciales et pour nos équipes techniques. Merci Thomas. Sylvain, quelles sont les étapes à suivre pour une dépollution efficace d'un site ? Alors la première étape, elle consiste à réaliser une étude historique et documentaire qui va nous permettre de cibler les investigations à réaliser. Ensuite, on peut passer à l'étape des investigations et du diagnostic environnemental lui-même, notamment en allant cibler la qualité des sols et potentiellement les eaux souterraines. Cela peut aussi inclure évidemment des études géotechniques et une recherche des polluants chimiques. L'objectif, c'est d'identifier les niveaux de pollution et les méthodes de dépollution qui seront les plus adaptées par la suite. Évidemment, le recours à un bureau d'études spécialisé tel que Ginger Burgiap est essentiel lors de cette étape. La deuxième étape, c'est le suivi en continu du chantier par des experts en sol pollué. Un suivi permet une optimisation et est primordial. Il s'agit de travailler en étroite collaboration avec des experts sites et sols pollués pour s'assurer que les traitements appliqués soient efficaces et réalisés dans les temps. Alors, Sylvain parlait de méthodes de décontamination. Thomas, quelles sont les méthodes couramment utilisées pour décontaminer un sol, un site pollué ? Alors, il existe une grande panoplie de techniques pour la réhabilitation des sols et des sites. En fait, il y a un calibrage qui se fait en amont entre la typologie de site, la typologie de polluants et l'usage futur du site. Je le rappelle ici, on ne réhabilite pas un site de la même manière si l'usage futur est une crèche ou si c'est une usine d'assemblage de panneaux solaires. Donc en fait, on travaille en amont sur ces différentes thématiques et on définit la meilleure gestion, la meilleure technique de réhabilitation. Ça peut être des techniques hors site, donc on terrasse les terres, on les sort et on les gère en filière. Ça peut être des techniques sur site avec un mix de compétences, à la fois terrassement et mise en tertre. Il y a plein de solutions. Et puis il y a les techniques, ce qu'on appelle in situ, qui sont un peu plus techniques à mettre en œuvre, mais qui collent parfaitement aux besoins de la rénovation, où on n'est pas obligé de déconstruire les bâtiments pour pouvoir les appliquer. Et je sais qu'avec Franck et Clément, c'est des solutions qu'on regarde préférentiellement pour pouvoir adapter nos projets avec des plannings, des contraintes de temps sur tous nos projets. On a déjà regardé ça sur de la gestion de cuves, sur de la gestion de nappes phréatiques impactées par des chlorés, sur des projets parisiens. Et en fait, c'est une des solutions de gestion de la pollution bien adaptée à la rénovation. Et Sylvain, combien de temps dure généralement la décontamination d'un site pollué avant une rénovation ? Alors la durée d'une dépollution est très variable. Elle dépend de l'étendue et de la nature de la pollution et évidemment des techniques que l'on va utiliser dans cette dépollution. Cela peut aller évidemment de quelques jours dans le cadre d'excavation à plusieurs mois dans le cadre d'un traitement in situ.
Et dans ce cadre de dépollution, y a-t-il des normes, des réglementations à respecter pour la gestion des sites pollués? Sylvain, vous pourriez nous préciser un petit peu cette réglementation en France? Alors, dans le cadre d'une réhabilitation de friche, la législation impose de garantir une compatibilité d'usage. C'est essentiel. Les acteurs du domaine se doivent donc de suivre la méthodologie cité-sol pollué, qui est définie par le ministère en charge de l'environnement. Ce cheminement, du coup, va permettre au projet de réhabilitation d'être sécurisé, respectueux de l'environnement dans des conditions technico-économiques acceptables, ce qui est essentiel pour un projet réalisé par GSE. Et au-delà de la gestion du sous-sol, est-ce que l'écologie fait partie des sujets pris en compte dans le cadre de la rénovation d'un site existant? Édouard, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce sujet particulier? Oui, tout à fait. L'écologie, ou plutôt la biodiversité, est un sujet pris en compte dans les projets de rénovation que GSE entreprend. Ces projets nécessitent l'implication d'un écologue, Anthony Guérard, intégré à l'équipe bâtiment durable, effectue ses missions sur les projets suivis. Son approche est généralement la suivante. Il effectue une visite du terrain en appui des équipes projets afin d'identifier les zones susceptibles de voir s'établir un sujet biodiversité. Ces sujets peuvent être divers et variés, comme la présence d'arbres centenaires, de zones humides en bordure de parcelles, ou bien même parfois de la présence de nidification en toiture de bâtiments. Sur la base de ces visites, notre expert écologue rédige des préconisations techniques et souligne les points d'alerte vis-à-vis des réglementations liées à l'écologie et à la biodiversité, relatifs au projet et aux demandes d'autorisation qui sont effectuées auprès des mairies. Tout l'enjeu de l'expertise de notre écologue est de favoriser la préservation des habitats faunistiques ainsi que des ressources locales. Souligner les enjeux réglementaires est très important, comme je le disais précédemment, afin de sécuriser les procédures et valider la faisabilité du projet. La dernière mission de notre écologue est d'accompagner la conception afin d'intégrer cette biodiversité sur le site, mais aussi de mettre sur de bons rails le projet afin que le chantier se passe bien et puisse intégrer toutes ces contraintes. GSE Défriche, rénovation, les clés d'une construction réussie. Quand on parle de construire responsable, on entend souvent parler de philosophie ERC, ERC pour éviter, réduire, compenser. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? En particulier, est-ce utile, est-ce suffisant, réducteur, trop réducteur, pas assez ambitieux? Oui, bien sûr, la philosophie ERC est primordiale et en 3 étapes. L'évitement, qui est la prioritaire et la première, consiste à adapter les pratiques et de bien choisir le moment où on intervient durant l'année afin de ne pas impacter la biodiversité. Donc on évite. Ensuite, le réduire est la deuxième étape qui permet d'adapter les pratiques et les prestations chantier afin de réduire l'impact que l'on aura sur la biodiversité existante. Enfin, le compenser est la solution ultime lorsque les contraintes du projet ne permettent pas de réduire ou d'éviter l'atteinte à la biodiversité. Merci Édouard. Venons-en maintenant à une thématique toujours tellement importante dans l'acte de construire, le prix. Pour ce qui est du coût de décontamination des pollutions d'un projet de rénovation, qui est responsable financièrement de cet impact? Franck? En effet, la responsabilité financière peut varier. Souvent, le propriétaire actuel est tenu de couvrir les frais de décontamination, sauf en cas de changement d'usage. Dans certains cas, les pollueurs historiques ou des subventions publiques peuvent participer au coût. Et quels sont les risques si un site pollué n'est pas correctement géré avant la rénovation? Thomas? Alors il y a 2 réponses. La première évidente, c'est l'absence de gestion de pollution qui pourrait engendrer un risque sanitaire, soit pour les futurs utilisateurs, soit pour même les voisins du site, en l'absence de gestion de la pollution. On pourrait du coup se retrouver avec une action en justice par l'autorité titulaire du pouvoir de police qui pourrait arrêter le chantier et voire fermer le site. Et après, il y a aussi le deuxième risque qui est plutôt administratif, c'est en France, le suivi des sites pollués est plutôt pas trop mal fait.
et on pourrait difficilement passer à travers les mailles et on pourrait se retrouver avec des documents à produire alors qu'on va réaliser le chantier en amont d'études pour sécuriser le foncier qu'on n'avait pas prévu en planning et se retrouver avec un retard planning conséquent de plusieurs mois, le temps de réaliser les opérations. Donc on a deux risques, un risque pollution pour les futurs utilisateurs et un risque administratif. Il semble donc que les complexités que vous venez d'expliquer impliquent d'avoir des équipes particulièrement dédiées à ce métier. Franck, pouvez-vous nous expliquer le rôle de cette équipe spécialisée rénovation chez GSE ? Alors peut-être pour commencer, rappeler que GSE fait des projets en rénovation depuis plus de 20 ans. Simplement, nous sommes récemment dotés d'une équipe effectivement dédiée à la rénovation. Cette équipe est sollicitée dès le début des projets, en phase commerciale, études et évidemment lors des phases de travaux. Dès lors, nous garantissons un niveau d'expertise constant en rénovation sur l'ensemble du territoire français. Merci Franck. On suppose que les chantiers de rénovation peuvent être source de stress, de perturbations opérationnelles. L'un d'entre vous a-t-il quelques astuces pour optimiser la gestion et limiter les interruptions ? Clément, par exemple ? Oui, Robert. Pour ce type de travaux, il est vraiment crucial d'être méthodique et organisé. Pendant la phase de conception, il est important de cibler, décomposer chacun des travaux à réaliser et ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises devront intervenir. La variable structurante en rénovation qui diffère d'un projet neuf est le fait d'intervenir sur des ouvrages existants avec potentiellement une exploitation de site qui doit être maintenue. Pour qu'une opération en site occupé se déroule correctement, il est nécessaire d'établir un dossier en amont qui illustre la localisation des travaux, les procédés constructifs, les plans de circulation, la planification détaillée des interventions, ainsi que la liste des acteurs qui seront concernés. Ce dossier est établi par GSE, puis diffusé au maître d'ouvrage pour échange et ajustement avant toute intervention. Il est primordial que cette phase soit partagée, validée entre GSE, le maître d'ouvrage et l'exploitant avant toute intervention sur place. Quand la préparation est exhaustive et partagée avec chacun, une grosse partie des doutes sont levés et ainsi on peut réduire, maîtriser les sources de stress, de perturbation pour l'exploitation. L'important est de dire ce que l'on va faire et faire ce qu'on a dit. Et justement, avez-vous des exemples ? Oui, tout à fait. Nous avons les projets pour des clients comme Aldi, AEW, pour lesquels des travaux de rénovation ont été réalisés sur ces sites avec une exploitation qui a été maintenue. Un des enjeux qui réside pour ces projets-là, c'est de définir la granulométrie des travaux à entreprendre et ainsi définir les zones à rendre disponibles pour pouvoir réaliser ces tâches. En fonction des besoins de l'exploitation, il est possible de raisonner par allée de rack quand cela est nécessaire, comme pour du remplacement de luminaires, remplacement de systèmes SIFOID, mais cela peut induire des délais et potentiellement un surcoût. A l'inverse, quand l'exploitant a la possibilité de libérer des zones plus importantes, on peut parler de cellules entières ou demi-cellules. Dans ce cas, la gestion des interventions et du périmètre de la zone de travaux est simplifiée et nous pouvons bien sûr atteindre des rendements plus importants. Eh bien, merci à vous tous. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir éclairés sur la question de la rénovation logistique et industrielle en France, un potentiel de reconversion durable. J'espère que vous avez découvert de nouvelles approches pour vos futurs projets de rénovation, que ce soit à travers la gestion des sols pollués ou l'obtention de certifications environnementales. Nous remercions Clément, Franck, Sylvain, Thomas et Édouard pour avoir contribué à enrichir notre discussion durant cet épisode du podcast GSE Défriche. N'oubliez pas, chers auditeurs, de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour ne rien rater de nos émissions. Rendez-vous pour la deuxième partie de l'épisode Rénovation, les clés d'une construction réussie, dans laquelle nous ferons un focus sur la rénovation dans le secteur de la logistique. À très bientôt pour de nouvelles explorations audacieuses au sein de GSE Défriche.